Démarrage en cours, arrêtez la diffusion.
Pas de loin, pas de près, c'est le bordel. Bonsoir. Donc ce soir sans micro, hein, parce qu'on a un mode intimiste, l'amphi est en panne. Donc pas trop de lumière, pas trop de son. Mais bon, on a un vidéoprojecteur, des speakers, la retransmission en live sur internet. Et vous êtes tranquille, on vous voit pas. Et en plus, on voit pas les speakers sur internet, donc il faudra être bon au niveau du son. Donc bienvenue à la première session de la 3e saison du Lava Jug, mais on commence tard cette année, on était bien en vacances. On a eu du mal à convaincre nos éminents speakers qui sont là ce soir. Bien sûr. Donc en fait, ce soir, le titre de la soirée, c'est Pimp My Java, en référence à plein de choses, mais c'est, je laisse chacun derrière imaginer ce qu'il veut. Alors, c'est vraiment spécial ce soir pour deux raisons. La première, parce que donc il y a un gars qui s'appelle Julien Pond, qui est un enfant du pays, qui a créé un langage qui s'appelle Golo, qui est venu nous présenter il y a presque un an maintenant. Et en fait, il a monté une non-entreprise qui s'appelle Type Unsafe, qui promeut Golo. Et donc ce soir, on reçoit le Golo Developer Advocate bénévole, Philippe Charrière. Bonsoir. Qui donc fait pas forcément, il fait plein de choses, mais sur son temps libre, il promeut le langage Golo. Donc ça, c'est la première particularité de ce soir, c'est on lance des langages et un an après, on reçoit le bénévole qui promeut le langage. Et la deuxième chose, c'est que ce soir, on reçoit notre premier speaker local, Daniel. Donc ça fait longtemps qu'on tanne les gens pour faire des talks ici, des gens de Clermont, parce qu'on fait bien des stars. Mais c'est aussi bien qu'il y ait des stars locales qui parlent. Donc ce soir, c'est bien parce qu'on a la star internationale et la star locale qui parlent au Lava Jug. Merci également à nos sponsors, Almeris et Pellinware, pour l'argent qu'ils nous donnent, qui permet de payer plein de choses, le déplacement des speakers, la bouffe pour le buffet, etc. etc. D'ailleurs, il faudra que tu nous envoies tes notes de frais. Ouais. Non, toi, on ne rembourse pas le tram, d'ailleurs. Alors, niveau partenaire, comme d'hab, l'UBP, l'ISMA, Auvergne TIC, je ne sais pas si ça existe encore, mais Auvergne TIC en tout cas. Ça salue. Ça salue, mais il va y avoir une aura, il va falloir être bien là. Donc Auvergne TIC, Aurélie qui offre des e-books. Après le talk, on vous filera le lien sur lequel vous pouvez commander l'e-book gratuit donné par les amis d'Aurélie. XWiki qui nous héberge le site web. JetBrain pour les licences IntelliJ qu'on vous offre à la fin. Donc au niveau agenda, donc, on a programmé donc, cette session ce soir et on a deux sessions qui suivent. Donc le jeudi 19 décembre, on a une soirée qui n'est pas du Java. Je dis ça en référence à nos amis de Clermont du Python. Sébastien Douche, qui est un excellent speaker. Moi, j'ai jamais eu parler, mais d'après ce que disait Philippe, c'est un excellent speaker qui va nous parler de gestion de configuration et de virtualisation. Et pour revenir sur du Java bienvenu, et c'est pour mettre un peu la pression à mon speaker de ce soir, on a Monsieur Rémi Forax, qui vient. Pas dans la même cour. Voilà. Donc, ce soir, c'est le début du Invoke Dynamic pour les nuls, et on a Monsieur Invoke Dynamic dans 3 mois, enfin dans 2 mois. Donc Rémi Forax, comme disait quelqu'un, si tu crois bon Java, discutez avec Rémi Forax. Pour vous donner un peu le niveau du gars, qui viendra donc le 16 janvier. Au niveau asso amis du coin, on a nos amis de l'Acube, qui ne sont pas morts, qui organisent l'Agile Tour le 12 décembre au centre diocésain. Pierre-Yves, tu veux dire un petit mot? Ouais. Donc effectivement, le 12 décembre, on organise une journée complète avec des conférences, des jeux d'innovation, et puis du fun. Donc c'est sur toute la journée au centre diocésain et les inscriptions sont ouvertes. L'agenda n'est pas tout à fait fini, on finira aux alentours du 19 novembre. Voilà. Merci. Et nos amis de Clermont Tech, toujours fidèles au poste, le 17 décembre, c'est où, Julien? Un petit mot. C'est encore secret. D'accord. Ça marche. Donc Anna Play Hour commence à être habitué pour ceux qui viennent. Julien, tu veux dire quelque chose? Non, on a des stickers spéciales à dire. Okay. On a des stickers à offrir ce soir.
D'accord. Nous aussi. Donc voilà, je vais laisser la parole à Daniel et Philippe. Merci encore une fois à nos deux sponsors de la soirée. Et puis voilà, bon talk. Et puis on peut les applaudir quand même. Hein. Gardez-en un peu pour la suite. Donc ce soir, ça va parler Go, ça va parler Java, ça va parler Bytecode, ça va parler comment tuner la JVM. On va parler de tout ça. Avant de commencer, on va lancer un petit jeu. Prenez votre Twitter et vous avez le droit de faire tous les jeux de mots les plus pourris que vous trouvez avec Golo. On va essayer de troller un peu le langage. Et les pires jeux de mots, on va offrir des stickers. Golo, inédit, on a fait place au monde. Donc profitez-en. Donc, c'est cela. Tac. Maintenant, ça. Donc nous, on va se présenter un petit peu. D'abord, commence par moi. Donc bonjour, merci d'être venus si nombreux, parce que ou alors vous n'avez rien à faire le soir, je ne sais pas. D'accord. Alors je me suis autoproclamé Golo développeur advocate parce que en fait je suis pour l'instant le seul couillon à avoir accepté de le faire et je m'amuse bien à le faire. Enfin, il y en a un deuxième à partir d'aujourd'hui finalement. Je suis plus informaticien, enfin plus développeur depuis pas mal de temps. En fait, je suis avant-vendeur. Alors avant-vendeur, c'est le mec qui essaye d'éviter que le commercial ne vende n'importe quoi. Et c'est celui qui explique au client pourquoi on lui vend des trucs super chers, mais c'est parce qu'on est les meilleurs. Le but aussi, c'est de faire attention à ce qu'on vend pour que justement les développeurs viennent pas me clouer à la porte quand le projet commence. Voilà. Donc, vous aurez la presse de Daniel, qui est, on va dire, de plus haut niveau que la mienne. Et puis, s'il y en a qui pensent qu'ils ne sont pas bons en développement Java, pour rester jusqu'au bout, parce que vous allez voir, on peut s'amuser même si on n'est pas excellent en dev. Ok, moi, donc Daniel Pétisme. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis clermontois, je travaille pour une petite PME locale, Michelin. Mon travail au quotidien, c'est pas du tout de faire du Java. Moi, ce que je fais de l'industrialisation, je fais de l'automatisation, j'essaie de construire et de déployer les applications le plus efficacement possible et pour le moins cher possible. Ok. Donc, on va parler Invoke Dynamic. Invoke Dynamic, qu'est-ce que c'est? Avant de commencer sur le qu'est-ce que c'est pourquoi surtout. Pourquoi il y a eu des nouveautés et qu'est-ce qui l'a amené? Pour ça, on va repartir sur la base, on connaît tous, qui est la JVM, Java Virtual Machine. Pour ceux, alors il doit y avoir 2-3 étudiants qui ne connaissent pas encore la machine virtuelle Java, c'est un bout de logiciel qui fait abstraction en fait, des systèmes d'exploitation, de l'infrastructure. Le but, c'est d'offrir aux développeurs finaux une interface commune, et donc du coup, vous écrivez du code en Java, qui après va pouvoir être exécuté de la même manière sur Linux, sur Windows, sur Mac, sur un téléphone portable, où vous voulez, à partir du moment où vous avez la machine virtuelle qui va bien. Pardon. Donc cette machine virtuelle, elle a été créée en 97, si je ne me trompe pas, quand Java a commencé. Et de 97 jusqu'à grosso modo 2004-2005, c'était un peu la propriété unique du langage Java. Donc on écrivait du Java, on compilait, on obtenait ce qu'on appelle du code intermédiaire, bytecode. Et après, ce bytecode était interprété par la machine virtuelle. Depuis 2004-2005, on a vu de nombreux langages apparaître. Donc, notamment des réécritures de langage type Jython ou JRuby, qui sont des réécritures de Python et Ruby. Donc le but, c'est on écrit du Ruby, on écrit du Python, on passe un compilateur et on obtient le même code intermédiaire que du Java. On obtient du bytecode. Du coup, ce code, après, est lisible par la machine virtuelle. On a d'autres langages qui ont été créés. Alors, généralement, ils ont un but spécifique, type Scala, type Ruby. Le but... Non, c'est une modification. Okay. Le but de ces langages, en fait, c'est d'offrir des fonctionnalités que Java ne propose pas, ou Java ne propose pas facilement. Notamment Scala, si vous pouvez par exemple, Scala est orienté fonctionnel. Elle a été conçue pour être fonctionnelle, ce que Java n'est pas à la base. Okay.
Groovy, j'ai tendance à l'expliquer comme que pourrait être Java en 2040. C'est-à-dire des sucres syntaxiques dans tous les sens, avec des conventions de développement qui permettent d'accélérer le développement. Donc, on est passé d'une machine virtuelle orientée Java à une machine virtuelle utilisable par différents langages, plein de langages, et potentiellement une infinité de langages. Donc, pourquoi déjà ces langages ont décidé d'être compatibles machine virtuelle? C'est que la machine virtuelle, comme je vous l'ai dit, fait abstraction des systèmes. Donc, du coup, on est capable, à partir du moment où on compile en bytecode, de tourner n'importe où. Donc, on peut écrire du Ruby qui tournerait potentiellement sur du Windows ou du Linux de la même manière. Okay, donc, le but, c'est de profiter d'une infrastructure existante, d'une machine virtuelle qui a déjà été bien déployée, et de profiter de cette robustesse. Fort de ça, en fait, la version 7 de Java s'est dit, ok, on a des langages, on ne peut plus les ignorer. Ces langages sont des forces de l'écosystème Java, et en fait, ils avaient tous plus ou moins le même défaut, c'est des problèmes de performance. Okay, le but des personnes qui développaient des langages, c'était de faire quelque chose qui marche. Sauf que pour faire quelque chose qui marche, ils ont été obligés de patcher, contourner, trouver des trucs pour faire en sorte que leur code fonctionne sur une JVM. Donc, depuis Java 7, on s'est dit, la communauté Java s'est dit, on va essayer de tenir compte de ces langages, et on va essayer de proposer son langage non Java, d'accéder à cette JVM, de l'exploiter, profiter de son infrastructure, de sa robustesse, et même de ses optimisations. Donc, la mécanique clé en fait de ce changement de direction, ça a été Invoke Dynamic. Le but, c'est d'inclure une nouvelle instruction, c'est un nouveau bytecode, premier bytecode qui a été rajouté depuis la création de la JVM, pour simplifier l'implémentation de compilateurs ou de systèmes d'exécution pour les langages alternatifs, et notamment les langages dits dynamiquement typés. Donc ça, c'est le constat de base. On va voir ce que ça implique. Donc, on va s'arrêter sur le dynamiquement typé. Qu'est-ce que dynamiquement typé? Parce que la source du problème est énorme. On prend, ce que vous connaissez tous, une bonne classe Java, et on voit, donc là c'est un header tout bête, et on voit qu'il y a des types à peu près partout. J'ai deux méthodes d'addition, une qui prend deux entiers en paramètres qui retourne un entier, l'autre qui prend deux strings en paramètres qui retourne un string. On voit après dans mon main que je dois typer mes variables, donc myHider, x, y, la liste des jogs, etc., etc. Donc je dois typer, je dois donner toutes ces informations. Pourquoi? C'est parce que dans un langage statiquement typé, comme Java, toutes ces informations doivent être données au compilateur. Et le compilateur va incorporer toutes ces informations dans le bytecode. D'accord? À l'inverse, vous avez ce qu'on appelle les langages dynamiquement typés. Type Groovy. Alors il y a une petite subtilité avec Groovy, on peut faire du dynamique et du statique. Faites ce que vous voulez. L'avantage quand même, c'est de ne pas avoir à nommer explicitement les types de variables qu'on souhaite utiliser. Donc avant j'avais des int, des strings, des lists dans tous les sens. Là j'ai juste des defs qui définissent en fait une variable. C'est un peu comme en PHP, vous avez aussi cette souplesse au niveau du typage. Donc on ne donne pas ces types, donc du coup le compilateur ne va pas les vérifier. La vérification va se faire à l'exécution. Et la plupart du temps, la vérification de l'exécution, c'est ça crache. Vous avez le script qui donc après se lance un débat, langage statiquement typé versus dynamiquement typé, lequel est le meilleur, lequel est le moins bien. À la limite, on s'en fout. En fait, un langage statiquement typé va forcer le développeur à être plus rigoureux sur son typage, donc va être beaucoup plus verbeux. Cependant, après, ça assure une certaine sécurité à l'exécution. À l'inverse, un langage dynamiquement typé laisse plus de souplesse au développeur, beaucoup moins verbeux, mais par contre, beaucoup plus de risque à l'exécution. D'accord? Donc, vous avez vu ce qu'était un langage statiquement typé, dynamiquement typé, mais ça ne nous explique pas encore le problème. En fait, le problème, c'est que les deux bouts de code que vous avez vus, qui au final font à peu près le même traitement, doivent être compilés et doivent produire du bytecode qui va être interprété par une JVM et derrière, qui va donner à peu près le même traitement. Or, le problème, c'est qu'en fait, la JVM, elle a besoin de ces informations de typage. Donc, comment font les langages dynamiques en fait, pour ne pas les spécifier? Donc, c'est son logo. Donc, on reprend notre classe Java. Là, vous voyez le typage, très bien. Je vous ai dit, le vrai problème, c'est à la compile. À la compile, vous allez voir, toutes ces informations vont apparaître. Donc là, voilà. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu bytecode Java, ça ressemble à ça. Pour l'obtenir, vous prenez un point classe, que vous avez généré, n'importe lequel,
vous utilisez un utilitaire qui est dans tous les JDK qui s'appelle JavaP. JavaP.verbose, le nom de votre classe Java et vous obtenez ça. D'accord? Donc c'est à peu près lisible. Et en fait, le problème des langages dynamiques apparaît là. Ici, il est vraiment là. Premier, c'est que tous les types apparaissent dans ce qu'on appelle des call sites. Si je prends par exemple la ligne 31, la ligne 31, donc le invoke interface avec Java utilities.add, parenthèse, L, Java land object, point virgule, etc. C'est un point d'appel. Quand vous écrivez du code, vous avez cette classe-là, vous écrivez du bytecode, et à cet endroit-là, vous êtes en train de dire à la machine virtuelle, va te brancher sur un autre bytecode. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle un point d'appel, c'est on déroule le programme sur un autre bytecode. Et donc du coup, dans ce point d'appel, on dit explicitement le typage. Donc là, vous voyez, je vais utiliser la méthode add-list, je dis explicitement, je vais rajouter un nouvel objet. D'ailleurs, au passage, si vous regardez, ma liste était typée sur des strings, dans le bytecode, il n'y apparaît pas. Donc les génériques, c'est juste une vitesse de l'esprit. À la compilation, il disparaît, les génériques. Donc, object apparaît directement dans le point d'appel. Les méthodes doivent exister à la compile puisqu'on cherche à brancher sur quelque chose. Le problème, c'est que dans le bytecode, on sait déjà le quelque chose. On connaît déjà la cible au moment de la compilation. Et puisque le branchement est déjà fait, on ne peut pas relinker. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer dynamiquement le comportement d'une méthode. On ne peut pas faire pointer ce bytecode-là sur une nouvelle méthode. D'accord? Donc, pour comprendre pourquoi on a besoin des types, en fait, il faut revenir encore plus profond que ça, c'est comment marchent les invocations en Java. Les invocations marchent grâce à 4 instructions bytecode, donc statique, special, interface, virtual. Vous l'avez compris, statique, c'est pour les méthodes statiques, special, c'est pour les constructeurs, interface pour les interfaces, et virtual, ça va dispatcher une méthode de n'importe quel objet. Okay, c'est ce qui permet d'utiliser l'héritage. Donc, chacune a plus ou moins la même signature. On retrouve donc le invoke statique, enfin l'opérateur, et après on retrouve les dièses. Donc les dièses, en fait, c'est des références à l'objet. Donc le dièse 3, par exemple, ça va être l'instance de ma liste. Et après, on va retrouver donc la signature de la méthode. On est en train de dire, je veux appeler la méthode Java long integer value of qui prend en paramètre un int. Donc, on en a besoin explicitement et c'est écrit dans le bytecode. Pourquoi on en a besoin directement dans le bytecode? C'est parce que la JVM, en fait, va en avoir besoin. Si je prends un exemple, donc ça, c'est ce qu'on appelle un point d'appel, un call site. Le call site prend donc un receveur, c'est l'objet sur lequel on va appliquer la méthode. Ensuite, on va avoir besoin du type de ce receveur, donc la classe, le nom de la méthode qu'on souhaite appeler, et le descripteur, la signature de la méthode. Donc là, en l'occurrence, c'est une méthode qui prend 2 strings en paramètre et qui retourne un string. D'accord? Donc pourquoi on a besoin de tout ça? C'est parce qu'à l'exécution, la JVM va lire votre bytecode, elle va tomber sur un point d'appel. De ce point d'appel, donc elle va donner l'instruction myHeader.add l'instruction. Elle va faire tout un tas d'opérations. La première, c'est qu'elle va vérifier que le receveur est bien l'instance de la classe receveur. D'accord? Première vérification qui est faite à l'exécution. Deuxième, la JVM va chercher une méthode qui a pour nom name et qui a pour descripteur le descripteur que vous lui avez donné. Si on trouve une telle méthode, alors on va l'extraire et on va brancher. Donc là, du coup, on aura bien le branchement qui va se faire sur le point d'appel. Donc voilà pourquoi on a besoin des instructions dans le bytecode, c'est parce que la JVM à l'exécution a besoin de ces informations pour travailler. Okay. Donc le souci des langages dynamiques, c'est qu'ils veulent garder un peu cette mécanique-là, ils veulent faire ce même branchement, mais ils ne veulent pas donner autant de spécifications, parce qu'ils ne les connaissent pas encore. À la compile, ils ne savent pas que vous allez appeler la méthode add, qui va prendre en paramètre un objet. Ils ne le savent pas. Ils savent juste que vous allez appeler une méthode. D'accord? Donc le problème des langages dynamiques, je veux retarder le plus possible l'exécution, enfin la vérification du typage, mais j'ai besoin de lui donner la compilation. Donc, quelle est la solution? Alors, même avant ça, il y a déjà des solutions, puisqu'on a déjà des langages alternatifs, il y a déjà des solutions. La solution la plus bête et la plus simple, c'est d'utiliser la réflexion. En gros, on utilise object, la classe object un peu partout, on fait de la réflexion un peu partout, et on est capable de se débrouiller. C'est ce qu'on fait dans la plupart des frameworks. Cependant,
où on sait, la réflexion et object, c'est très lent. Donc du coup, on a des gros problèmes de performance. C'est pour ça que tous les langages alternatifs sont connus, sont sympas à utiliser, mais dans un contexte performance haute dispo, on a plus de mal à les mettre en place, car ils sont lents. La deuxième solution, c'est ce que font au final tous les langages, c'est qu'ils recodent leur propre système d'exécution. Donc si vous prenez le bout de Ruby que je vous ai montré, vous générez le point class, donc le bytecode, vous le décompilez, et là vous allez voir que pour, je sais pas, 5-10 lignes de Ruby, vous avez 100-150 lignes de bytecode. Parce qu'on va donner énormément d'informations, et c'est le compilateur qui va générer toutes ces informations-là. Et donc du coup, vous allez retrouver des mécaniques en fait, de points d'appel, et donc recoder le système des points d'appel directement à l'exécution. Donc Invoke Dynamic, qu'est-ce que c'est? En fait, ça fait partie d'une GSR. Donc Java Service, c'est Specification Request, numéro 292, qui date de 2006-2007, aussi appelé DaVinci Machine, aussi appelé Multi-Language Virtual Machine, par rapport à la première slide. Le but, c'était vraiment de faire l'état des lieux et de dire les langages alternatifs sont une richesse de l'écosystème de Java. Elles apportent quelque chose, donc du coup, il faut en tenir compte. Le but, c'est d'ouvrir justement, la JVM pour ces langages et leur offrir un même niveau de support que le Java lui-même. Et donc, le livrable, on va dire, le plus connu de ce travail, c'était le nouveau bytecode Invoke Dynamic. D'accord? Donc c'est la première fois qu'on a rajouté une nouvelle instruction dans le catalogue DB. Donc, Invoke Dynamic, au final, on peut se demander est-ce que tout le bruit qu'on fait, c'est juste autour de ça? Non, en fait, c'est beaucoup plus large que ça. En fait, Invoke Dynamic, ça va être la mécanique qui va nous permettre de donner des spécifications au compilateur, des spécifications symboliques. Et en fait, le compilateur va être content, il aura ces infos, mais on va attendre jusqu'à l'exécution avant d'appeler réellement les méthodes et de convertir vraiment le type et de jouer avec les types. Donc, on va retarder au maximum le binding des points d'appel. Donc, Invoke Dynamic, en fait, il faut le séparer en deux parties. La première, c'est l'invocation. On va chercher à permettre à l'utilisateur d'invoquer son propre bytecode, du code que lui aura défini à l'exécution. Et de l'autre côté, on a la partie dynamique, qui est comment on va être capable de construire dynamiquement des méthodes et comment on va être capable de binder justement ces points d'appel dynamiquement. Et en plus de ça, l'instruction Invoke Dynamic fait partie de la JVM, donc du coup, la JVM a été optimisée pour cet appel. Je vous ai dit, avec la réflexion et avec Object Instance of, on a des gros problèmes de performance. Avec Invoke Dynamic, en fait, la JVM est au courant, donc on va profiter de toutes les mécaniques de caching, de inline, de just-in-time compiling, donc on va profiter de tout ça. Ce qui va faire qu'en fait, les langages qui vont s'appuyer sur Invoke Dynamic, et tous les frameworks qui vont s'appuyer dessus, vont avoir un gain de performance par rapport à des frameworks classiques sur la réflexion. Donc du coup, pour travailler avec Invoke Dynamic, on a un nouveau package, une nouvelle API, Java Learn Invoke. On va détailler un petit peu. Donc pour vous expliquer comment mettre en place en fait Invoke Dynamic, ça va être en trois parties. Tout d'abord les méthodes handle, ensuite on va voir le bootstrap, et après l'injection break. Donc les méthodes handle, qu'est-ce que c'est? C'est à peu près égal à ça, pour ceux qui s'en rappellent. Ça, c'est un pointeur fonction en C. Un pointeur fonction, qu'est-ce que c'est? C'est une représentation. C'est on me donne des specs. Les specs, elles sont ce qu'elles sont. Par contre, j'attendrai le moment approprié avant de créer ce lien jusqu'à la fonction actuelle. Donc le but, c'est vraiment d'avoir une représentation de quelque chose de réel. Méthode handle, donc là, on va rentrer un peu dans du code. Ça ressemble à ça. Alors, méthode handle, tout d'abord, pour travailler, vous avez besoin de ce qu'on appelle un lookup. Lookup, c'est un contexte d'invocation. Pour ceux qui ont travaillé déjà avec de la réflexion, c'est on joue avec la réflexion, on récupère des méthodes, on essaye d'appeler les méthodes, et si jamais il y a des problèmes de visibilité ou un security manager, on va prendre des exceptions qui vont nous dire vous ne pouvez pas accéder là. Le lookup, c'est le contraire. Toutes les contraintes, en fait, font partie du lookup, et donc du coup, quand on va demander à créer une méthode handle, on va être jeté si jamais on ne peut pas accéder à un certain endroit. Donc ça, c'était pour les lookups. Et après, donc les méthodes handle, comment on fait? Bon,
En fait, ce sont des représentations de méthodes. Donc, on va avoir des méthodes de recherche virtuelles, statiques. On va être capable de rechercher des constructeurs, des champs aussi, qui prennent généralement en paramètre le type receveur, donc la classe dans laquelle on cherche, un nom de méthode et une signature de méthode. Donc, à partir de ça, on est capable d'en extraire un pointeur. Et ce pointeur s'appelle, de manière classique, avec un invoke argument. On passe en premier argument l'objet sur lequel va s'appliquer la méthode et ensuite les paramètres. D'accord? Donc du coup, pour ceux qui ont fait un peu de réflexion, vous dites, entre ça ou la réflexion, c'est à peu près pareil. En fait, la réflexion, elle a une API de découverte très facile à prendre en main. Elle est beaucoup mieux organisée aussi. Les méthodes handle, elles, sont beaucoup plus rapides et ont des capacités de combinaison. On va être capable d'adapter, d'ajouter des paramètres, supprimer des paramètres, créer des valeurs. Donc du coup, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Un exemple. Là, par exemple, j'essaie de trouver la méthode format sur la classe message format. Donc je récupère la méthode de Java Long Reflect. Et du coup, je vais la déréfléchir avec le onReflect et je vais être capable de récupérer un pointeur dessus. Ok, donc le fonctionnement classique, c'est j'utilise Java Long Reflect pour récupérer les objets que je veux. Et après, on utilise des méthodes handle pour obtenir un pointeur dessus. Si vous trouvez ça marrant, vous n'avez absolument rien vu. La vraie force des méthodes handle, c'est là. Méthode handle, donc, je récupère pareil donc un pointeur sur la méthode format. Et là, je suis capable de fixer des paramètres. Donc, ce que je fais avec le bind2, je suis en train de faire du currying. Donc, je fixe des paramètres. Je suis capable de transformer la signature de la méthode. Format, pour rappel, il prend en paramètre. Le premier paramètre, c'est le pattern qu'on va appliquer. Et ensuite, c'est les arguments de la méthode. Là, je suis en train de dire, mon pointeur greater handle, je suis en train de le transformer en méthode qui prend 2 paramètres uniquement. 3 paramètres, pardon. Donc, je fixe des paramètres, je suis capable de redéfinir les signatures. En plus de ça, je suis capable d'insérer des arguments à peu près où je veux. Donc, je suis capable de fixer le dernier paramètre de la méthode. Je suis capable, après, de filtrer les valeurs aussi. Donc là, au début, j'avais un greater qui allait formater du texte. Vous voyez en bas, je suis en train de construire un pointeur sur la méthode toUpperCase et je les combine. Donc maintenant, j'ai un format et un toUpperCase. Et j'ai construit comme ça un pointeur sur une méthode qui prend plus que 2 paramètres. Tout le reste a été fixé et qui met en plus majuscule. Okay. Donc je suis capable de combiner des fonctions entre elles, d'ajouter des paramètres, supprimer des paramètres, rendre des paramètres aussi, en fait, faire taire des paramètres. Je peux dire le deuxième paramètre, je ne veux pas qu'il soit utilisé. Donc même si on me le donne, il ne sera pas là. Donc on va être capable comme ça de construire des pointeurs. C'est très pratique pour tous ceux qui pensent justement à des patterns type adapteur, décorateur. On est capable de décorer des fonctions un peu comme ça. On est capable d'adapter les signatures. Aussi, autre mécanique très pratique, c'est on est capable de faire des gardes. En fait, on va dire, je vais appeler un pointeur. Cependant, avant d'appeler ce pointeur, je vais faire un test. Si le test passe, j'appelle la cible. Si le test ne passe pas, j'appelle une méthode dite de fallback, une méthode par défaut. Donc du coup, je suis capable de dire, je veux appeler la méthode, par contre, tu me testes les paramètres, le type des paramètres. Si le type est approprié, alors tu vas vers la cible. Si le type n'est pas approprié, on va se rediriger vers une signature type object-object. Okay. Quelque chose de génial. On est aussi capable, dans le même genre, de faire des switches. On est capable de mettre une condition, faire switch le type des paramètres. Si c'est des entiers, alors appelez la cible qui gère les entiers. Si c'est les flottants, appelez la cible qui fait les flottants, et ainsi de suite. Okay, donc du coup, le typage, qui avant était visible au bytecode, maintenant va disparaître, et en plus on va être capable de router dynamiquement à l'exécution sur la bonne méthode. On a aussi une gestion d'exception avec cette mécanique. Et c'est une introduction très légère, mais très légère pour lambda expression. Donc c'est bout de code qui fonctionne comme de la donnée, on va être capable de les passer dans une fonction. D'accord? Donc c'est une introduction. Donc ça c'était la première partie. Deuxième partie, le bootstrap. Donc là on a vu, en fait,
un objet qui va nous permettre de construire des pointeurs. Donc ça va être pratique. Je vous ai dit une invoke dynamique, on va retarder au maximum l'exécution d'une méthode et le binding de ces fameux points d'appel. On va être capable de donner, justement, de construire un objet qui va représenter un point d'appel. D'accord? Qui va représenter une méthode cible. Donc la deuxième partie, c'est le bootstrap. Le bootstrap, qu'est-ce que c'est? C'est, je travaille avec une invoke dynamique, je compile mes classes. J'ai une première classe qui est l'instruction, le bytecode invoke dynamique, avec des noms symboliques, avec des spécifications symboliques, donc un nom et une signature symbolique. De l'autre côté, j'ai la classe que je veux appeler réellement, avec la méthode que je veux appeler réellement. Comment je vais faire, en fait, pour faire ça? Ça, c'est ce que va faire le bootstrap. Le but, c'est de déléguer à quelqu'un qui connaît ce lien-là. Donc, un bootstrap, comment ça fonctionne? En fait, chaque instruction invoke dynamique va être liée avec un lien avec une méthode bootstrap. D'accord? Donc, toutes les instructions vont dire, ma méthode de bootstrap, c'est celle-ci. À l'exécution, quand la JVM va passer sur ce bytecode, elle va chercher la méthode de bootstrap et elle va nous avancer. Cette méthode, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va chercher, en fait, dans la classe cible, la cible de l'invocation. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va en construire une représentation, donc une méthode modèle. Donc on est en train de construire un pointeur sur la cible. Potentiellement, on va faire des calculs, donc on va être capable de mettre des adaptations, du filtrage, l'ajout de paramètres, etc. Des gardes aussi sur le typage. Et enfin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va packager cette représentation dans un point d'appel. Donc on a la matérialisation, là, dans une classe Java, de qu'est-ce qu'un point d'appel. On va construire ça, on va retourner ce point d'appel. Donc du coup, l'instruction va être attachée à ce point d'appel. Ensuite, donc, l'instruction va invoquer le point d'appel, et le point d'appel va faire le lien avec la méthode handle jusqu'à la cible. Okay. Donc on est vraiment passé d'une structure où les deux objets ne se connaissent pas du tout, à on a juste une représentation symbolique, à un lien fait à l'exécution. Pour travailler, de quoi a besoin cette méthode de bootstrap? Comme elle travaille avec des méthodes handle, elle va avoir besoin d'un contexte d'invocation, le lookup. Elle va avoir besoin d'un nom symbolique qui pourra être utilisé ou non. Dans l'exemple que je vais vous montrer, moi j'utilise dans Golo, je viens d'utiliser une note mécanique pour aller chercher une méthode appropriée. Donc c'est vraiment un nom symbolique, vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Et la signature de la méthode cible. Le but, c'est que après tous les calculs, après toutes les adaptations, insertions de paramètres que vous voulez, la méthode handle qui représente la cible respecte la signature demandée. Et on est capable de fixer, de donner aussi des paramètres optionnels. Donc si vous voulez, par exemple, dès le bootstrap, donc dès l'invocation, la première invocation, fixer des paramètres, un format, des valeurs, on est capable de le faire directement dans le bootstrap. Donc, à quoi ça ressemble un bootstrap? Ça ressemble à ça en fait. Donc, là c'est pratique, en fait on peut les tester dynamiquement, on peut les tester directement sans avoir à passer par une invoke dynamique ou quoi que ce soit, on peut les tester classiquement. Donc en haut c'est une méthode de bootstrap. Première chose à constater, elles sont statiques. Toujours, donc en fait on n'a pas besoin d'instance d'objets pour les appeler. Le but de ce bootstrap, c'est donc, comme je vous ai dit, de construire une représentation de la méthode cible. Là je suis en train de construire une représentation de la méthode static format sur lequel j'ai fixé le premier paramètre. J'ai toujours fait donc prendre deux objets en paramètre et elle va respecter la signature, donc asType, elle va respecter la signature symbolique qu'on m'a donnée. Ce que je fais, c'est que je package tout ça dans un point d'appel. Donc là, en l'occurrence, c'est un constant call select. Un point d'appel constant. On verra après ce que ça veut dire. Dans votre main, vous êtes capable de les tester en fait. Donc vous appelez votre bootstrap, vous récupérez un point d'appel. Ce point d'appel, vous appelez un objet dynamic invoker, et du coup, vous êtes capable d'utiliser invoker argument et d'appeler cette méthode classiquement, comme si on travaillait avec de la réflexion. D'accord? Donc les points d'appel, j'en ai parlé. Les points d'appel, c'est vraiment ce qui représente le lien entre deux objets. Ce lien-là est fait au premier appel, au premier passage sur l'instruction. On est capable de faire des points d'appel donc constants, c'est-à-dire une fois qu'ils ont été attachés
ne pourront plus être modifiés. Donc, du coup, votre classe appelante et appelée seront fixées pour toute la vie du programme. Après, vous en avez qui sont donc changeants, enfin, vous pouvez les changer. Donc, mutable ou volatile. Les deux, vous avez un point d'appel, vous le fixez, il ne vous plaît plus, vous pouvez le changer. Donc, du coup, ça vous permet comme ça de dynamiquement, à l'exécution, dire bah, dans ce contexte-là, je vais appeler cette méthode, dans ce contexte-là, je vais brancher sur une autre méthode. Donc, on va récupérer le côté dynamique des langages dynamiques. Être capable de jouer avec les méthodes, les supprimer, les rajouter, les modifier. Okay. La différence entre mutable et volatile, c'est que dans un contexte threadé, on a une où en fait la mécanique pour notifier tous les threads est embarquée et l'autre il peut le faire à la main. Okay. La classe callSite et vous pouvez la surcharger. Donc, première chose généralement qu'on fait, c'est de créer un point d'appel inline. Donc du coup, c'est un point d'appel où en fait, plutôt que d'appeler des méthodes, vous chargez directement la méthode cible. Okay. Dernière chose, dernier chapitre, le bytecode. Donc on a vu comment créer un point d'appel, comment ce point d'appel allait se brancher sur une méthode cible. Maintenant, il nous manque une chose, c'est comment créer l'instruction invoke dynamique, comment on la génère. Bon, en fait, c'est très simple, vous ne pouvez pas. Invoke dynamique, vous avez un nouveau bytecode, mais vous ne pouvez pas le générer. Il n'y a aucune méthode dans les API Java qui permette de le générer. Ou du moins pour le moment. Ça risque d'arriver normalement en Java 8, notamment avec les lambda aussi, qui sont en train de travailler dessus. La seule façon qu'on a, c'est de travailler avec ça. Donc ASM, qu'est-ce que c'est? C'est une bibliothèque en fait qui permet de générer du bytecode. Et donc on va générer à la main le bytecode invoke dynamique. D'accord? Donc c'est la seule façon. Alors vous avez ASM, vous avez aussi d'autres projets, il y a Indify pour des petits bouts de code qui peuvent être utilisés. Donc c'est vraiment, on est en train de coder, enfin, on est en train de générer la classe .class finale et on est en train de décrire une bloc dynamique manuellement. Donc maintenant, on met tout ça ensemble. Donc tout ce qu'on a vu, les méthodes individuelles, le bootstrap, l'injection de bytecode, on va mettre tout ça dans YAL. Qu'est-ce que c'est? Yet another awesome language. Le but de ce langage, me rendre riche, non. Me rendre riche non plus. Me rendre célèbre, peut-être pas. Je sais pas. Être utile, non plus. Donc ne cherchez pas le but du langage, pourquoi il a été fait. Ça ne sert à rien, sauf à vous montrer comment utiliser une bloc dynamique. Et avoir un exemple complet. D'accord? Donc, sur la démo, maintenant, tout le code source, il est sur GitHub. Merci à William pour la pull request. Donc là, on passe en mode démo. Tac. Vous voyez l'écran. C'est petit, c'est bon. J'essaie de zoomer. Donc. Est-ce que vous voyez tout ou est-ce que vous voulez qu'on éteigne la lumière? Donc le but en fait de cette démo, c'est de vous expliquer comment on crée un langage avec une bloc dynamique. Ok, donc j'ai un tout petit tuto qui avec Class and Class vous explique comment on crée un super langage. Donc le langage YAL, sa syntaxe, un opérateur, là en l'occurrence c'est create, et après un argument. Donc c'est un peu un mode assembleur, une opération, des arguments, et on va les enchaîner. Okay, une opération par ligne. Là, en l'occurrence, je vais faire create John Doe. Très bien. Dans la création d'un langage, en fait, il y a différentes phases. Tout d'abord, vous avez votre code source. Donc, le but, c'est que ce code source soit lu. Il va être lu, parsé. On va en sortir donc, de symboles qui sont le G, R, E, du machin. De ces symboles, on va essayer d'en construire une représentation mémoire. Donc, c'est ce que font généralement les lexeurs et derrière les outils de grammaire. Le but, c'est d'en tirer justement des objets représentés en mémoire. Ça s'appelle aussi AST, Abstract Syntax Tree. Le but, c'est d'avoir vraiment une vue objet, mémoire de ce fichier source. Une fois que vous avez ce fichier-là, une fois que vous avez ce modèle-là, l'AST, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le parcourir. Et en fait, pour chacun des nœuds de cet arbre, on va générer le comportement. Donc, on va générer le code nécessaire. Donc, je pars de ça. J'ai mon mail, qu'est-ce que vous fait mon mail? Bah, plus explicitement, ça va ou vous voulez que je zoome?
Donc, dans ce main, qu'est-ce que vous voyez? À la troisième ligne, vous avez le YAL parser qui va parser le fichier. Donc, je lis un fichier texte, j'en charge, je construis une représentation mémoire, donc une liste de nœuds YAL. De cette liste-là, je vais la compiler, donc je vais prendre une représentation mémoire et je vais en obtenir du bytecode. Après, j'ai joué un petit peu. Ce bytecode, je vais le charger dans mon class loader pour être capable d'exécuter le code. Okay. Donc, le parseur, vous allez voir qu'il est super impressionnant. Le parseur, je lis toutes mes lignes. Et pour chacune de mes lignes, donc je split sur l'espace. Je récupère le premier élément, c'est mon opérateur. Et mes n suivants, c'est mes arguments. Tout ça, c'est ce que je fais, je les stocke dans un nœud. Donc, une représentation de ma ligne, qui est donc une représentation intermédiaire, IR. Donc, généralement, c'est fait avec de l'AST. Un nœud YAL, qu'est-ce que c'est? C'est rien de plus qu'une classe avec un opérateur et une liste d'arguments. Okay. Donc très bien, j'ai construit donc l'arbre, le modèle de mon langage. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais le compiler. Donc je vais prendre cet arbre-là et je vais le transformer en bytecode. Comment je fais ça? Et c'est là que Dynamic va rentrer en jeu. J'utilise ASM. ASM, donc là, qu'est-ce que je fais? Je récupère un objet qui va m'écrire des classes. Ok. Donc je lui dis, tu m'écris une classe qui va hériter de object, qui sera en version 1.7, qui sera d'accessibilité publique. C'est ce que vous voyez. 1.7, public, qui va hériter d'objets, etc. Donc, il y a il y a une API à connaître. Et là, ce que je fais, c'est que je suis en train de construire la méthode main, qui est statique, public. Statique, public, qui s'appelle main, et qui prend en paramètre, donc là c'est l'écriture bytecode, le crochet pour dire que c'est un tableau, L pour dire que c'est un objet, quel objet je veux, Java long string, qu'est-ce que je veux un tableau de string. Et je retourne quoi? Le renver, oui. Donc, je construis mon main, et qu'est-ce que je fais? Dans mon main, en fait, je vais itérer sur mes nœuds, et je vais injecter les arguments, je vais injecter les opérations. Donc pour chacun de mes nœuds, qu'est-ce que je fais? Je prends les arguments, j'appelle la méthode visit LDSC instruction, qui en fait va charger une valeur sur la pile. Donc elle va construire l'opération bytecode chargement sur la pile. Et après, j'appelle visit invoke dynamic instruction, qui va construire une opération invoke dynamic, donc sur ce que je lui ai demandé sur l'opérateur. Comment je construis une opération invoke dynamic? Je lui donne le nom symbolique que je veux. Je lui donne la signature que j'attends. Donc là, la signature, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai utilisé une petite méthode utilitaire, le generic method type, qui en gros va prendre un objet et qui va générer derrière une description en chaîne de caractères en disant je veux object, 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 etc. Et dernière chose, je lui donne donc BSM, Bootstrap Method. Cette Bootstrap Method, qu'est-ce que c'est? C'est ici. Je crée donc un handle, c'est quelque chose de spécifique à ASM. Je dis je veux construire un pointeur sur une méthode qui est statique, qui se trouve dans la classe Bootstrap Owner. Donc ici, Lava-Jug, YAL Runtime, YAL Function Support, qui s'appelle Bootstrap Method, donc Bootstrap, et qui a pour signature desk. Desk, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est écrit juste au-dessus. Desk, c'est la description de ma méthode de Bootstrap. Je vous ai dit, une méthode de Bootstrap a besoin de quoi? Donc, elle retourne quoi? Un call site. Elle a besoin de quoi? Un lookup, le contexte d'invocation, le nom de la méthode, un string, et la signature de la méthode type. Okay. Et donc, du coup, ça me génère mon opération de bug dynamique. Après, je finis ça. Donc, juste pour vous montrer. Et j'appelle, très bien.
Donc là, j'appelle. Donc là, je suis en train d'appeler en fait Java P. Donc le bout de code que j'ai fait a généré une classe LavaJug YAL Creator class ici. Et je suis un peu en train d'appeler Java P pour décompiler cette classe. La classe elle va être là. Je vais être capable de... donc en fait, ce que j'ai fait, ça m'a créé ça, invoke dynamic, le nom symbolique, donc le mot de mon opérateur, greet, ma signature de méthode. Pour rappel, dans mon scriptorial, j'avais deux paramètres. Dans mon bytecode, j'ai bien un object, deux objects. Ok. Donc j'ai bien ce que j'avais demandé. Donc très bien, j'ai obtenu l'instruction que je demandais. Je vous ai dit tout à l'heure, toute instruction est attachée avec une méthode de Bootstrap. La méthode de Bootstrap, elle est où? Elle est là. Je suis en train de dire. Elle est ici. Donc j'ai bien pour chaque instruction invoke dynamic un bootstrap associé. Okay. Ce bootstrap, le bootstrap, j'ai dit, il appartient à la classe LavaJug YAL Runtime Function Support. Où c'est qu'elle est? Elle est ici. Donc j'ai une méthode de bootstrap qui en gros va dire à chaque fois que tu trouves un opérateur dans le langage YAL, tu vas aller chercher dans la classe predefined. Voilà. Tu vas aller chercher dans la classe predefined une méthode qui s'appelle comme ça. Cette méthode, tu utilises une reflect pour construire une méthode handle et tu vas le retourner. Ok. La classe predefined, qu'est-ce qu'elle a? Elle a bien une méthode qui s'appelle greet qui prend en paramètre deux strings, pas deux objets, deux strings, et qui fait un sysout et qui imprime le message. Ok, donc juste pour vous montrer, dans le bytecode que je vous montre là, à aucun moment vous voyez un appel à la classe predefined. À aucun moment vous voyez un appel à la méthode greet de la classe predefined. D'accord? Donc le bytecode est généré. Le bootstrap va être appelé à la première exécution, va lier ce bytecode au bytecode de la classe predefined et va exécuter la méthode. Et c'est comme ça qu'une invoke dynamic fonctionne. Donc au final, si je lance, tout ça se met en place et vous avez bien hello John Doe qui s'affiche. Si vous ne me croyez pas, on va changer. Vous avez bien l'arrêt. Ok, donc ce bout de code est sur GitHub. N'hésitez pas à lire, n'hésitez pas aussi à me poser des questions si vous voulez. Vraiment, la mécanique c'est ça, c'est un compilateur qui va générer du bytecode avec une instruction invoke dynamic. L'instruction référence un bootstrap. Le bootstrap lui connaît comment construire les méthodes cibles. Au premier appel, il va être appelé. On construit une représentation de la méthode cible, on fait le lien. Okay. Donc du coup, vu que la démo a fonctionné, j'ai pas besoin de passer sur le plan B. Donc, pour emporter le 7.13, avant Java 7, toute la vérification de typage devait se faire à la compile. Les points d'appel étaient hard-codés, donc rappelez-vous, une invoke virtuelle, tous les points d'appel étaient construits, on ne pouvait pas les changer. Avec Java 7, on a eu une invoke dynamique, invoke pour invoquer dynamiquement, enfin invoquer du code défini par l'utilisateur à l'exécution. Dynamique, pourquoi? Parce qu'on est capable de construire des représentations de méthodes, de changer ces représentations, de mettre des conditions, des workflows sur ces méthodes. Pour mettre ça en place, de quoi on a besoin pour la partie invocation de la bibliothèque ASM ou autre chose, mais de la génération de bytecode pour faire l'instruction invoke dynamic, plus un bootstrap pour créer ce premier lien, et la partie dynamique est mise en place par une méthode handle.
Donc l'idée derrière Yarnell, c'est ces deux phrases. Utiliser des noms symboliques et des spécifications symboliques à la compilation. Attendre l'exécution pour lier les points d'appel. Dernière chose, si vous voulez plus d'infos, allez lire les 2 articles. Alors apparemment ils sont invitables. Pour moi, ils sont invitables. Donc allez lire les 2 articles, c'est ceux que j'ai utilisés pour préparer cette presse. Donc c'est peut-être le seul article dans la presse sur Invoke Dynamics. Sachant que si vous cherchez sur SlideShare, il doit y avoir à peu près 5 ou 6 presses qui ont été faites pour l'instant. La technique, enfin l'instruction doit avoir 2 ans. Il n'y a pas plus, je pense que si déjà il y a 150 personnes qui bossent dessus sur Terre, c'est déjà énorme. Donc allez lire les articles de Julien, mais ils permettent quand même de comprendre pas mal de choses. C'est fini. Le temps qu'on switch de machine, si vous avez des questions à lui poser déjà, n'hésitez pas. Alors moi j'ai une question sur vas-y. Une question, donc, très bien, qui rajouter l'instruction dans le. Est-ce que ils ont prévu d'ajouter des choses au langage Java qui reste instruction, un peu comme le mot-clé dynamique en C# qui peut être des variables dynamiquement typées? Est-ce que le langage Java lui-même va changer pour permettre plus de flexibilité au niveau du code? Je pense que ça va pas mal bouger avec la version 8 et notamment avec l'introduction des lambdas. Où on va avoir de gros changements sur la syntaxe. Après, sur la gestion des typages, je pense qu'ils ne sont pas encore prêts à changer du jour au lendemain, enfin, quelque chose de dynamique comme en C#. Mais bon, on va avoir quelque chose à parler peut-être. Il n'y a pas besoin, il y a Golo. Si, moi j'ai une question avec la réponse directe. Vous pouvez vous demander à quoi ça sert tout ça en fait, à part faire Golo et à part faire des langages dynamiques. Donc c'est très utilisé pour les gens qui développent des langages, cool. Et à part ça, pour ceux qui travaillent réellement, c'est... Alors, à l'heure actuelle, je crois qu'il y a à peu près 0 projet qui a vraiment démarré. N'empêche, Invoke Dynamics, c'est très bien, en fait, quand vous avez un programme qui s'exécute, mais en fonction de conditions, en fait, vous voulez dérouter ce programme. Je pense notamment à tout ce qui est programmation orientée aspect. On veut dérouter le programme pour partir sur le nouvel aspect. À l'heure actuelle, les techniques les plus communes, c'est on prend plein de points de classe, on prend plein de trucs compilés, on essaye de les tisser ensemble, puis après on essaye d'exécuter. Ça marche à peu près, en fait, ça vaut ce que ça vaut. Avec Invoke Dynamics, on pourrait avoir cette notion de programmation orientée aspect directement à l'exécution. On serait capable de le changer. Du coup, si on parle déroutage de méthode aussi, on peut parler conteneur J2E et tout ce qui est proxy. Dès qu'on utilise des proxys en J2E, en fait dans les conteneurs notamment, dès que vous annotez des @JB, quelque chose, on construit des proxys qui en fait vont router et qui sont juste des encapsulations. On pourrait recoder des petits serveurs d'application avec du Invoke Dynamics. Okay, donc des cas concrets, ça peut être. On a, je pense, des cas concrets aussi avec l'informatique automobile. Des choses qui sont difficiles tout seul, qui s'apprennent tout seul. C'est parti. De toute façon, après, on va commencer. Parce qu'en plus, il enquête un peu sur 2-3 trucs intelligents que je voulais dire. Non, c'est bien sûr. Ok, alors c'est parti pour Golo. Petite parenthèse, alors j'ai oublié de dire, je bosse pour Steria. Je suis avant-vendeur chez Steria. On ne sait jamais si mon boss m'écoute, je suis mort. Pourquoi j'ai dit que c'était un petit langage qui donne des super pouvoirs? Vous disiez tout à l'heure que je ne suis plus développeur depuis longtemps, et puis en me mettant à tester Golo, j'ai appris à commencer à utiliser Maven. J'ai appris à lire la Javadoc, ce que je n'avais jamais fait. En plus, à l'origine, je viens du monde Microsoft, donc j'ai eu quelques surprises. Donc j'ai appris à participer à un projet open source, à essayer de committer les choses de manière claire, à respecter des normes de codage, des choses que je ne faisais pas moi-même, parce que de toute façon j'étais chef de projet, donc c'était mon équipe qui le faisait, ce n'était pas mon problème. Donc j'ai appris un petit peu de discipline et plein de choses, d'où le sous-titre. Alors de quoi je vais vous parler? Les origines de Golo, les bases de Golo, Golo avancé, on va parler un peu performance, l'écosystème, et puis pourquoi moi je me sers de Golo, enfin qu'est-ce que je peux en faire. Alors les origines de Golo, c'est donc un nouveau langage qui ne fonctionnera que sur Java 7, Java 8, puisqu'il viendra après, parce qu'il est à base d'Invoke Dynamics. C'est peut-être, à part Nashorm, le premier langage finalement complètement à base
Invoke Dynamic, fait donc par Julien Ponge. Il m'a dit de vous dire que donc, le langage Golo était en partie clermontois, du coup. Ça c'est fait, j'ai pas oublié. Les hashtags, donc Gololang, le Twitter Golo_lang, et puis le nom de domaine. Alors, vous allez me dire encore un langage pour la JVM, il y en a une tripotée. Celui-là, il est tout petit, c'est un bébé. Le t-shirt existe vraiment. C'est un enfant d'une Java championne qui le porte. Petit, comme un bébé, on peut lui apprendre plein de choses. Et puis, il est léger. Donc, il est facile à apprendre. Actuellement, avec la lib ASM, il fait 360K. Il est évolutif. Je vais essayer de vous démontrer qu'on peut très facilement le modifier. Pourquoi? Alors, Julien fait partie d'un groupe de chercheurs qui s'appelle Dynamid, qui bosse qui acquiert une expertise au niveau d'Invoke Dynamic et qui bosse sur ce qui s'appelle les middleware dynamiques. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui parlais d'informatique, je n'ai pas compris le terme. Autonomique. Autonomique. Alors, c'est peut-être ça. D'accord. D'accord. Donc, je suis à peine surpris. Alors, moi, je ne suis pas du tout scientifique. Hein. Je dépends du service commercial, en plus, chez Stereo. Mais les middleware dynamiques, on peut imaginer des machines, des appareils, je ne sais pas, qui seraient capables de s'auto-configurer, voire s'auto-reprogrammer en fonction du contexte extérieur, sans être obligé d'arrêter, de redémarrer, et de manière le plus rapide possible. D'où, en fait, finalement, le langage Golo. Dynamid avait besoin de faciliter ses expérimentations de recherche. Ils avaient aussi besoin de faciliter la vie de leurs stagiaires, parce qu'ils font bosser un petit peu les stagiaires, mais en 3 mois, apprendre à modifier JRuby, ça peut être un peu compliqué. Une fois qu'ils ont compris comment il faut faire, le stage est fini. Donc ils ont créé un langage, un runtime. Le langage pour créer des dialectes, et le runtime, c'est pour augmenter les capacités de Golo. Donc, c'est-à-dire, on pourrait imaginer un Golo dédié aux mathématiques, un Golo dédié au traitement d'images ou autre. D'où la naissance de Golo. Donc, construit pour Invoke Dynamic, c'est aussi une manière pour les gens, pour Julien et puis ceux qui bossent avec lui, en fait, de gagner en compétences sur Invoke Dynamic. Et puis aussi, c'était un moyen de vulgariser un petit peu des travaux de recherche, pour éviter que ça reste dans le carcan universitaire, et puis que ça sorte un petit peu et que des gens comme moi ou comme vous, pour ceux qui ne sont pas universitaires, puissent l'utiliser. Donc, pour, on va dire, résumer, Golo, c'est un runtime léger, un langage simple pour faire des DSL, et puis pour l'instant, c'est un mode expérimentation pour les gens de Dynamid. On va passer au mode démo, si je ne dis pas de bêtises. Oui, donc les bases de Golo. Alors pendant les démos, si vous voulez me couper, m'interrompre, vous n'hésitez pas, ça ne me pose aucun problème. Il y en avait qui étaient à la première presse de Julien sur le langage Golo. D'accord, bon, on va avoir quelques redites au départ. Vous voyez assez en haut? C'est bon. On voit sur la vidéo. Je peux augmenter si tu veux. Non, mais il y a Julien qui se plaint qu'il n'arrive pas à lire. Ah, il est connecté. Oui. C'est pas de bêtises. Une fonction Golo, un programme Golo, ça commence toujours par module, le nom que vous voulez. Il y aura forcément une fonction main. Les paramètres, vous les passez de cette manière à l'intérieur de pipe. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, parce que ça fait juste. Donc en gros, c'est une fonction Golo, je vous montre quand même que ça s'exécute. Mon IDE de prédilection, c'est Sublime Text. D'ailleurs, je passerai quand même par IntelliJ parce que je ne peux pas tout faire avec. Et on va voir quelques exemples de code. Donc les fonctions, je vous en ai parlé. Golo, ça utilise toutes les possibilités de Java finalement. Donc vous pouvez utiliser un objet string avec toutes les méthodes que porte l'objet string. Vous pouvez utiliser des arguments multiples.
et après vous les appelez par leur indice. Tout simplement, on vérifie juste que ça fonctionne. Un petit truc assez pratique, c'est que vous pouvez faire des chats sur plusieurs lignes. C'est assez sympa et puis ça évite les plus, la concaténation. Vous pouvez caster vers d'autres types vos chaînes de caractères. Même principe pour les nombres. Vous pouvez utiliser dans un code plusieurs fichiers, bien sûr. Donc, par exemple, j'ai une lib avec une fonction hello. Je l'ai nommée. Si je veux l'utiliser après dans mon mail, il suffit que je fasse un import comme en Java. Alors, moi, je le lance directement à partir de Sublime Text parce que je me suis fait des scripts, mais sinon, pour lancer du code Golo, c'est golo, --files et les fichiers. Comme tout langage qui se respecte, vous avez des conditions, le if, else, vous avez des cases when, et puis aussi un match, qui est assez pratique, par exemple, si vous voulez faire des mini-applis, des mini-web apps pour gérer vos routes. Donc si je lance, bon, le if forcément ça fonctionne. Le case, donc j'ai bien fruit. Et la route, elle a détecté qu'il y avait user qui commençait la route. On affiche user controller. Le let, en fait, c'est une constante. Sinon, il y a un var. Les boucles. Vous avez classiquement le while, le for, ou for next. Le for each, par exemple, pour se balader dans un tableau. On verra après qu'il y a d'autres moyens de le faire. Donc, à chaque fois, j'essaie de lancer pour vous montrer que je ne vous raconte pas d'histoire. Donc, mis à part les pipes qui sont un peu surprenants, pour l'instant, c'est relativement facile à utiliser. Vous avez la notion de try catch, classique, comme en Java. Rien de spécifique. Si vous avez le raise aussi, si vous voulez. Le dièse, hein, c'est pour les commentaires, vous avez deviné. Donc, si vous voulez propager votre propre exception, vous utilisez raise. Le petit truc qu'on attend depuis super longtemps, les lambda. Donc, simplement, une flèche. Et puis, si ça tient sur une ligne, ce dont vous avez besoin, le return est implicite. Sinon, après, vous pouvez le faire avec des accolades. De cette manière-là. Par contre, vous serez obligé d'utiliser le return. Donc, vous pouvez les définir comme des fonctions en dehors de la fonction main, ou bien sûr à l'intérieur de votre corps principal de vos fonctions, de vos méthodes. Vous pouvez chaîner les lambdas. Donc par exemple, là j'ai une addition, j'en ai une autre qui fait x5. Je fais un addition et un mot-clé and then, et je lui passe en paramètre ma seconde lambda, et après j'ai juste à appeler comme ça en lui passant les deux paramètres que j'ai besoin, dont j'ai besoin, pardon, excusez-moi. Et j'aurais pu faire l'inverse, donc faire un forcément ça ne donnera pas le même résultat. Un petit truc sympa aussi, si vous avez des fonctions qui retournent des fonctions, pour éviter de vous enquiquiner avec les références, vous pouvez passer les paramètres de cette façon-là. Donc j'ai multiply qui fait un return de ma multiplication.
Et je l'appelle comme ça. Ça peut être sympa en termes de lisibilité aussi. Vous avez les ranges que vous pouvez parcourir. Alors on verra que il n'y a pas que les ranges qu'on peut parcourir comme ça, mais vous pouvez faire un each, lui passer l'élément que vous parcourez, et puis après faire un traitement. Vous pouvez le faire de 2 en 2, par exemple, si vous voulez. Vous avez aussi la notion de times, c'est une boucle par rapport à un entier, c'est assez sympa. Donc à l'usage, au bout de, il ne faut pas longtemps, mais le langage en lui-même est assez intuitif. Après, les littéraux. Donc, vous avez des maps. Donc, enfin, l'équivalent des HMAP. Ils se définissent comme ça, map, crochet, et puis après, clé valeur. Vous pouvez parcourir vos maps et récupérer la clé et la valeur de chacun des éléments. Vous pouvez aussi faire des filtres sur les maps. Vous devez pouvoir, si je dis pas de bêtises, faire j'ai oublié, vous devez pouvoir compter, vous devez pouvoir... Je me mélange les pinceaux parce qu'il y a des fois, il y a des codes que j'ai préparés, j'ai fait une pull request, mais c'est pas dans le repo. Donc, mais vous pouvez faire à peu près tout ce qu'on peut faire sur des HMAP et des listes. Donc là, je fais un filtre sur la clé de valeur 3, mais j'aurais pu faire un filtre sur la valeur 1. Moi, ça me plaît beaucoup parce que ça ressemble à du JavaScript. Alors, ça fait hurler Julien. Ça me fait encore plus plaisir de le dire. Les listes, de la même façon que les maps, sans clé. Avec, vous avez toutes les, on va dire, méthodes qu'on peut imaginer sur les listes en provenance de Java ou des add-ons. On peut faire du reverse ou du reverside. Donc dans un cas, ça renvoie à une nouvelle liste et dans l'autre cas, ça inverse la liste courante. Vous pouvez faire du filtre aussi. On vérifie que ça fonctionne. C'est un peu rapide. J'ai bien la taille de ma liste. La liste n'est pas vide. Et il m'a récupéré le premier élément. Il m'a récupéré le reste. Le get last, le get first. J'ai bien mes listes inversées et ma liste filtrée. Alors, il y en a qui pourraient dire que dans certains cas ça ressemble à du Scala, mais ça, moi, je ne le dis pas. Vous avez les tuples, donc qui sont comme des tableaux, mais immuables. Vous avez les vecteurs, vous avez les sets. Donc avec ça, déjà, on peut faire pas mal de choses. Alors après, les petites choses que j'aime bien dans Golo. Il y a le pimp, qui s'appelle augmente en fait maintenant, mais le mot-clé pimp fonctionne encore. À quoi ça sert? Ça sert à rajouter des comportements, enfin des méthodes, à des classes Java existantes. Donc par exemple, alors cet exemple, je crois qu'il est plus valable entre guillemets, puisque maintenant c'est un standard dans Golo. Mais je rajoute aux listes la possibilité de compter en fonction d'une condition ou la possibilité de vérifier qu'un élément existe. Donc j'ai ma liste avec mes 3 bouquins. Je compte le nombre de bouquins dont le titre n'est pas égal à God of Mars. Je compte le nombre de bouquins, non, je vérifie si le bouquin God of Mars existe, et je vérifie si le bouquin Mars existe. Donc, j'en ai bien 2 qui ne s'appellent pas God of Mars, j'en ai bien un qui s'appelle God of Mars, et je n'ai pas le bouquin qui s'appelle juste Mars. Ensuite, je viens rajouter les dynamic objects. Alors, ça ressemble un peu à ce dont tu parlais peut-être avec C#, mais moi j'ai arrêté C# à la version 1.1, enfin, donc quasiment la première version, donc c'est un peu évolué. Alors c'est ce que je préfère. J'ai fait beaucoup de VB aussi, donc ça doit être pour ça. Le dynamic object, en fait, ça vous laisse définir où vous voulez dans votre code finalement,
un objet auquel vous pouvez rajouter des propriétés qui servent à la fois de getter et de setter. Donc là, je définis mon objet. Après, j'appellerai son nom, son prénom, son nom de famille. Et puis, vous pouvez lui ajouter aussi des méthodes. Donc là, je lui crée la méthode display et qui permettra d'afficher son nom et son prénom. Je suis désolé, mes exemples ne sont pas très compliqués ni très intelligents, mais normalement, ça devrait fonctionner en mode démo. Et puis, on peut faire une sorte d'héritage ou d'héritage fonctionnel avec le mot-clé mixin dans les dynamic objects. Donc, je vais créer John, qui va hériter de tous les éléments de Bob, notamment display, qui va écraser first name, last name, et qui va rajouter une propriété nickname. Et ensuite, je vais afficher le nom et le prénom de John. Donc, j'exécute. Donc là, il m'a bien affiché Bob Moran. Après, j'appelle la méthode display qui forcément m'affiche la même chose. Et ensuite, j'ai bien John Doe qui s'affiche. Après, pour ceux qui veulent quelque chose d'un petit peu plus strict, il y a aussi les structures qui n'existent pas encore en Java. Avec un peu de chance, on les aura dans la version 9. Donc là, ça se définit en début de code, pas de manière, on va dire, n'importe où, comme un dynamic object. Une structure, c'est tout simplement le nom de la structure avec ses propriétés. Alors attention, une structure ne porte que des données, elle ne porte pas à la base, elle ne porte pas de méthode. Et pour l'instancier, c'est le nom de la structure et entre parenthèses, les valeurs on va dire des propriétés de la structure, ou dans le constructeur, ou de cette manière, comme avec les dynamic objects. Cette remarque ne sert strictement à rien, c'était trop loin. Alors après, à chaque fois on me demande, et les classes dans Golo? Alors pour l'instant il n'y en a pas. Est-ce qu'il y en aura? Je ne sais pas. Est-ce qu'on en a besoin? Plus ça va, plus je me dis peut-être pas. Par contre, on peut, entre les dynamic objects, le pimp et les structures, s'amuser à reproduire un comportement de classe. On peut faire par exemple une fonction qui va retourner un dynamic object. Et finalement, le corps de la fonction sert de constructeur, comme du JavaScript. Mais ça suffit largement pour reproduire, on va dire, un mécanisme de classe si vous ne retrouvez pas vos petits dans la façon de programmer. On vérifie que ça fonctionne. Jusqu'ici, tout va bien. On peut aussi, finalement, simuler le fonctionnement de classe avec les structures. Parce qu'en fait, une structure, c'est ni plus ni moins qu'une classe, en fait, qui est générée. Ça veut dire qu'on peut augmenter une structure. Donc, pour l'augmenter, c'est, alors là, augmente ou pimp, le nom du module qui contient la structure, .types, le nom de la structure. Et après, même, vous pouvez faire une fonction qui va retourner la structure si vous avez besoin d'un constructeur. Donc avec ça, pas trop besoin de, peut-être pas trop besoin de classe. Alors vous allez me dire comment on fait pour utiliser, enfin, hériter des classes Java. On verra plus loin. Il y a une notion de workers qui ressemble, qui permet de faire du calcul parallèle, on va dire, qui ressemble aux workers de Dart. Je ne sais pas si vous avez essayé Dart, ou sinon aux workers de JavaScript. C'est le même principe. Donc vous créez votre environnement. Les sémaphores, ça c'était pour moi, c'était pour éviter que mes variables, mes sommes se montent sur les pieds. Et en fait, vous passez pour créer un worker, en fait, vous passez un message à votre environnement. Donc là, en fait, j'ai créé 3 workers. Pour passer un message. Le troisième, il vérifie quand même s'il n'a pas un message de fin pour tuer l'environnement. Alors c'est super intelligent, ça fait juste des sommes. Mais ça les fait bien en parallèle. J'espérais bien avoir 6000 à la fin. Alors c'est pas forcément à chaque fois les mêmes valeurs, mais on a forcément 6000 à la fin. Si j'avais pas utilisé les histoires
de sémaphore, par contre, je me serais retrouvé des fois avec des sommes inférieures à 6000 parce que ça va aller taper dans les variables au même moment. Un autre petit truc sympa que je pense jamais utiliser, c'est l'opérateur Elvis, qui permet en fait de pas faire d'exception sur des choses qui n'existent pas. Donc en fait, il vérifie que la propriété name, par exemple, de mon dynamic object existe ou pas. Si elle n'existe pas, en fait, il lancera il appellera, on va dire, le or if nul. Alors que si j'avais fait ça, normalement, ça marche aussi. Ah merde! Et c'est un dynamic object, je suis bête. Vous oubliez l'exemple, en fait, il a fallu que je prenne une H1 une liste, c'est par exemple. Exemple débile. Je peux supprimer tout de suite. Alors, Golo, ça a été fait pour avoir une forte interopérabilité, je vais y arriver avec Java. Alors, par contre, je vais prendre la chaise parce que là, ça devient plus compliqué pour moi. Vous m'entendez toujours en haut, fait. Si je parle pas assez fort, il faut le dire. C'est fait, donc je disais, c'est fait pour bosser avec Java. Alors, je me suis créé quelques petits codes Java. On y voit toujours. Ouais. J'ai une classe tool qui implémente une interface SimpleToon, enfin eSimpleToon, et une interface iToon. Elle a un getter et setter name, constructeur tool. 3 méthodes implémentées, myNameIs, scream, CLO. Donc rien de très compliqué. Mes interfaces. eSimpleToon, c'est une interface monométhode. On va voir pourquoi j'en parle. Et puis les autres, il y en a une avec 2 méthodes. Une avec 2 méthodes. 2 méthodes. Ça, je l'ai compilé, je l'ai mis dans un jar, je ne fais pas la compile ici. Si je veux, alors oui, je l'ai compilé, on a vu, j'ai une classe statique, enfin une classe avec des méthodes statiques qui attendent en paramètres les interfaces que j'ai définies. Mon package, c'est Acme. Donc si je veux utiliser mes classes, il faut que je fasse un import acme.tool, import acme.elmira. Ensuite, en Golo, pour instancier une classe, il n'y a pas besoin de faire un new, il faut juste la classe, l'appeler par son nom. Pour appeler une méthode d'instance, c'est 2 points et non pas 1 point. Ça peut surprendre, mais on y gagne en visibilité parce que par contre, pour appeler une méthode statique, c'est juste le point. On y gagne en visibilité, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour justifier ça. Après, vous arrangez avec Julien. Mais au final, moi, je m'y retrouve. Par contre, j'ai pris une sale manie, c'est que j'essaye de mettre des 2 points en JavaScript et 2 points en Java, là, c'est galère. On vérifie juste que ça fonctionne bien. Alors, normalement, pour utiliser un jar externe, il y a une commande dans la commande Golo. Donc, c'est golo, -- classPath. Puis le chemin vers les jars, et puis vous nommez les jars ou vous faites un étoile.jar. Donc, il m'a bien créé Buster crie, et je passe Buster à Elmira, et ça fait crier Buster aussi. Ça, c'était juste pour montrer qu'on peut utiliser les classes très simplement. Après, je vous ai dit, je vous ai parlé, j'avais une classe, c'était celle-là, monométhode. Je peux l'utiliser, en fait, je peux caster une variable Golo sur une monométhode. Donc là, en fait, je crée un photoons, on va dire, que je vais passer à Elmira.
et ça fonctionne. Donc j'ai bypassé en fait le code, j'ai casté sur monométhode. Mais alors jusqu'à il y a une semaine à peu près, on pouvait le faire qu'avec des interfaces monométhode. Ce qui était bon, c'était déjà pas mal, mais c'était pas toujours pratique si vous voulez utiliser des frameworks un peu plus compliqués que ce que je viens de vous présenter. Donc avant de passer aux multiméthodes, on peut bien sûr augmenter, enfin les classes, vos propres classes, vous pouvez bien sûr les augmenter. Il faut juste que ça fonctionne. Classe Golo, on n'en a pas besoin. Donc depuis une semaine sont arrivés les dynamic adapteurs qui en fait permettent de faire qu'une variable, enfin Golo, hérite et ou implémente des méthodes de classe Java existantes. Donc ça se définit, on va faire un peu de place. Comme ça, j'ai fait une espèce de factory qui va me donner des toons. Je crée une configuration qui dit que je vais implémenter iToon. Et puis je vais écrire mes méthodes. Donc j'avais C, Hello et Scream tout à l'heure. Là, je les réécris. Et après, mon adapteur, à partir de la conf, va me permettre d'obtenir une nouvelle instance de mon tool, que je vais passer à mes méthodes statiques d'Elmira et on va vérifier si ça fonctionne ou pas. Voilà, donc ça fonctionne. Ça permet en fait du coup de se plugger à pas mal de frameworks Java existants. J'en ai utilisé 2 après, je vous montrerai. Là j'ai fait avec les interfaces, mais aussi on peut hériter d'une classe et surcharger ses méthodes, tout en appelant la méthode de la classe parente. Alors les écritures entre crochets, la notation entre crochets peut surprendre, mais je vous montrerai qu'on peut faire plus simple après. On lance juste pour vérifier que ça fonctionne. Donc j'ai pu hériter de mon tool et réécrire, enfin surcharger ces méthodes. Alors moi j'avais du mal avec les crochets, donc avec j'ai fait ça avec avec une structure et des classes augmentées, ça m'a pris 46 lignes, on va dire. J'ai fait un truc qui, alors après ça dépend des goûts, mais qui est un poil plus lisible et je fais un mini DSL, on va dire, pour utiliser les fonctionnalités des adapteurs. Donc cette fois-ci, je dis que j'hérite de Toon, que j'implémente des interfaces, je définis mes méthodes, je surcharge les autres, et après je les appelle et je les utilise avec mes méthodes statiques. Donc là, en fait, on voit que j'ai pu vraiment à la fois hériter et implémenter les méthodes des classes Java définies à l'extérieur. Bon, alors les toons, ça ne sert pas à grand chose. Ces adapteurs peuvent servir à quoi? Ben, ça peut servir à utiliser Jetty, par exemple, si vous voulez faire une appli web. Bon, je vais pas vous. Là, j'ai rien inventé. En fait, j'utilise l'exemple du Hello Angler qu'il y a dans Jetty. Donc là, en fait, j'hérite de l'abstract Angler. Et puis, je lui passe mon traitement. Donc, je lui dis que je vais afficher du HTML. Je vais lui balancer un code OK. Et ça, c'est le code HTML que je lui balance. Et ensuite, je le démarre. On va juste vérifier que ça fonctionne. Où est-ce que je suis? Ça. Donc normalement, il doit écouter sur, j'ai déjà oublié, 8000. 8000 80. 8080.
Donc, c'est bon. Donc, tout ça pour ça. Bon, alors moi, Jetty, je trouve que c'est un petit peu compliqué. Il y a un framework Java que j'adore, qui s'appelle Spark. Et ça fait qu'en fait, de la même façon, je peux l'utiliser en héritant des routes de Spark. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, Spark, j'en parlerai un peu plus loin. Mais en gros, ça va me permettre de finalement définir mes ressources publiques, bon, le port sur lequel je vais écouter, et puis définir des routes façon REST. Donc là, je dis que je fais un get. Alors le get, en fait, c'est un spark.get à laquelle je passe la route, je l'ai définie ici, URL, et puis le traitement que je veux lui faire effectuer. Et après, je me retrouve avec un code relativement simple, auquel je passe request response, et je lui retourne une string JSON. Alors, j'ai complexifié un petit peu l'exemple. En fait, j'utilise Jackson pour exporter mes strings en JSON. Et de la même façon, je peux faire du post. Donc là, j'aurai une route hello, une route salut. Là, je pourrais passer, c'est l'avantage de Spark, c'est qu'il gère les paramètres que vous passez aux routes. Et puis, je peux faire un post, récupérer le contenu de la variable, l'afficher et le rebalancer à la page. Je vais essayer de ne pas me planter. Donc, ça me paraît bien. Pareil, on teste. Ça marche aussi. Et j'ai dit que je pouvais faire du post. Donc j'ai une page statique qui est ici et qui en fait fait juste une référence à jQuery. Je vais juste faire une enquête à mon serveur. Super. Donc, il m'a bien retourné ce que je lui avais balancé. Bon, je peux me balancer le texte. Donc, il retourne bien ce que je lui ai balancé et il l'affiche bien ici, donc je ne vous raconte pas d'histoire. Donc, en fait, les adapteurs permettent réellement de bosser complètement avec des frameworks existants. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec Golo? Tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait faire des strings sur plusieurs lignes, mais on peut faire aussi gérer des templates. Donc, par exemple, là, j'ai un peu à la JSP. Et après, je crée une liste de Dynamic Object. Je compile mon template que j'ai défini ici. Et je lui balance ma liste de Dynamic Object pour l'afficher. Et puis après, j'ajoute, on va dire, un nouvel enregistrement à ma liste et je rappellerai mon template. Juste pour vous montrer que ça marche bien. Ça m'a bien généré, alors au hasard, j'ai fait du code HTML, c'était plus parlant, mais on peut imaginer après que je le mixe avec l'exemple que j'ai fait en Spark pour avoir une notion de template dans mon mini serveur d'appli. Vous pouvez aussi évaluer du code Golo qui est dans une chaîne. Donc, pour le sujet dont on parlait tout à l'heure, des middleware dynamiques, par exemple, ça peut être pratique. Donc là, en fait, j'écris mon code où je définis une addition et une soustraction. Je crée un environnement d'évaluation.
je transforme ma méthode code, enfin ma string, en module. Et puis ensuite, je l'appelle de cette façon. Donc en nommant la méthode appelée et en passant en paramètre le module. On voit bien que ça. Donc on peut imaginer plein de choses, faire des workers auxquels on passe en dynamique du code en fonction des messages qu'ils reçoivent. Ou on pourrait passer directement du code à exécuter dans les messages. Rapidement, sachez que, alors là je ne vais pas le lancer, mais on peut très bien compiler du code Golo et le réutiliser dans du code Java. Donc là j'ai juste une lib, alors le main ne sert à rien, mais j'ai juste une lib qui me fait du calcul de pi, enfin qui approche, on va dire, la valeur pi. Et après, une fois compilé, j'aurais plus qu'à l'utiliser de cette manière-là dans Java. Donc en fait, il utilise bien le package et le nom de la classe utilisée. Et après, on appelle la méthode. Alors, il voit ça, lui, comme des méthodes statiques. Ça, on n'en a pas besoin. Donc maintenant, c'est là où je me mets en danger et que je vais aller modifier, je vais essayer d'aller modifier Golo. Vous avez des questions? Non. Alors, déjà, je ferme ça. Je ferme ça. Je vérifie que... Alors, j'ai pris comme exemple un exercice que mes gamins m'avaient demandé, parce qu'ils voulaient que je leur explique comment on fait de la programmation, et je m'étais dit, je vais essayer de leur faire un mini-langage. Alors, bon, ça les intéresse plus, ils sont mis à Scratch, parce qu'ils étaient, ma fille était à la Devox for Kids, donc du coup, ça n'intéresse plus, mais je continue à utiliser l'exemple. Donc, je vais créer une nouvelle... branche. Golo for Kids 2. Je vérifie juste que j'ai le code. Alors, il y a différentes méthodes pour rajouter des possibilités à Golo. Vous avez déjà la classe predefine, c'est celle qui contient par exemple le code println. Donc on voit que finalement faire println pour Golo c'est assez facile. Ce qui m'a permis d'ailleurs de faire ma première pull request dans Golo, j'étais très fier, c'était le readln. Donc c'est peut-être c'est ma première et ça marche bien. Donc de la même façon, j'ajoute des méthodes en français parce que mes gamins ne comprennent pas un mot d'anglais. Donc si je veux rajouter, au lieu de faire println, je vais afficher, je vais faire additionner, soustraire, multiplier, diviser. Et je vais aller coller ça où je suis. C'est trop gros pour moi. Ici. Hop. Alors je ne vais pas compiler à chaque fois, on le fera à la fin. Mais normalement, si je compile, dès le départ, je peux utiliser ça dans mon code Golo. Après, je peux rajouter mes propres classes dans Golo finalement. Est-ce que le drag and drop fonctionne? Oui. Donc pour les intéresser un petit peu à l'informatique, à la programmation, je voulais faire un espèce de langage avec les animaux. Donc j'ai créé une classe animale qui permet d'afficher sa position et de gérer les coordonnées. Ensuite, j'ai rajouté un panda parce que ça faisait joli. J'utilise que des exemples qu'on peut utiliser dans le monde professionnel, hein, bien sûr.
Alors le panda, qu'est-ce qu'il fait? Ça ne devrait pas faire ça, mais peu importe. Il hérite d'animal et il a juste une propriété avatar avec un code qui me permettra en console d'afficher un petit panda en fait. Et puis un tigre. Donc il est gaulé à peu près comme le panda, il y a juste le code du TF8 qui change. Ça, c'est une méthode déjà pour... vous pouvez augmenter facilement Golo avec du Java, mais alors on peut en fait augmenter Golo avec du Golo. Et à la compile, ça générera du bitcode Java. Donc je m'étais amusé. Alors vous voyez en fait dans Golo, vous avez ce qu'on appelle les standard augmentation. Je suis désolé pour l'accent. Je vous ai montré un code tout à l'heure avec, on pouvait faire du count ou du exist sur les listes. En fait, c'est là, ça doit être ma deuxième pull request. Donc on voit qu'on peut vraiment faire évoluer le bestio assez facilement. Donc quand je m'étais amusé, j'avais fait un petit code Golo qui en fait utilise les séquences d'échappement pour pouvoir afficher des caractères en couleur dans la console ou changer les coordonnées du curseur. Donc je vais bêtement le coller ici. Hop. Comme ça je pourrais l'utiliser. Dans les standard augmentation, je vais lui dire que j'importe le module console. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? J'ai quelques helpers de mon module console. J'avais oublié de faire des trucs en Java sur ma classe animale, donc je l'augmente en Golo en fait. On va voir ce que ça fait. Je vais aller connaître. Voilà. Donc qu'est-ce que je fais? J'utilise mon module console. J'augmente ma classe animale juste pour pouvoir en fait lui faire changer de couleur. L'afficher à une certaine position. L'effacer si je veux la déplacer. Ou la déplacer gauche, droite, en haut, en bas. Et puis, je suis feignant. On a vu tout à l'heure, il y avait une boucle qui s'appelait Times. J'aurais pu la renommer, j'aurais pu l'appeler. Hop, je fais un méchant copier-coller et je fais la même mais en français. Deux. Alors, compiler le projet, il y a, en fait, si vous forquez le GitHub, le GitHub Golo, il y a tout ce qu'il faut, toutes les commandes pour en fait recompiler et passer les tests. Alors, si j'avais été propre, mais j'en avais pas le temps, normalement, pour tout ce que j'ai écrit, il aurait fallu que je fasse les classes de test correspondantes. Sinon, c'est refusé par Julien de toute façon. C'est donc j'ai appris à faire du test. C'est un peu. Donc, est-ce que je vais avoir de la chance? Ça a marché. Est-ce qu'il est... Donc on a vu que maintenant mes enfants pouvaient faire des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions en Golo et en français. On vérifie que ça fonctionne. Ça marche. Qui peuvent s'amuser avec des animaux. Donc
Je crée Winnie, je lui change ses propriétés, j'affiche sa position, son nom. Super. Alors après, par contre, là, je vais afficher l'avatar, ça ne va pas marcher dans Sublime Text, donc je vais aller faire un tour ici. Est-ce que j'ai... Voilà. Ça se voit. Ouais, super. Donc, j'ai pu faire bouger un panda, changer les couleurs des petits points derrière, et un tigre. Pour vous dire que ma fille était super contente et qu'elle ne l'utilise pas. Bon, tout ça pour... non, j'avais pas d'autres exemples là-dessus. Tout ça pour dire qu'en fait, c'est super facile à modifier. Alors après, si vous bossez avec les exemples que vous a montré Daniel, vous pouvez aller beaucoup plus loin et implémenter des choses beaucoup plus puissantes. Mais vous pouvez imaginer que un de vos clients ait besoin d'un, je sais pas, d'un langage ou d'un moteur de règles spécifique à son métier. Alors vous pouvez le faire dans des scripts Golo à part hein, ou des classes Java à part. Vous pouvez même imaginer un jar qui embarque Golo et puis les scripts à côté. Mais vous pouvez imaginer proposer à votre client un langage dédié. Des questions? Je passe à la suite. Oui. Donc fois. Oui. Fois times. Pas le fois. Non, je l'ai utilisé ici, pardon. Ouais, non, peut-être plutôt dans la définition. Ouais. Tu as fait un copier-coller bourré. Tu as pu faire function fois égale type. Ouais. Ouais. On peut essayer. Je m'y attendais, mais c'était faux. Oui, non, mais c'est parce que je suis super fini. Mais oui, ça marche. Non, pas un appel. Justement. Juste fonction fois égale type. Yes. Ah. Je sais pas. Non. Ça te marchait. Tu veux dire comme ça? Ouais. Je veux bien essayer. J'ai peur de rien. J'ai pas honte si ça marche pas. Comme ça, oui, on dirait, ça pourrait marcher. Ouais. Puis comme ça, ma prochaine démo, je ferai un truc moins bourrin. Ça sera pas passé. Donc on la met de côté la question. Et je sais pas. Mais si j'avais essayé, ça c'est des histoires d'adresse, je sais pas. Il doit avoir un truc plus sioux. J'ai pas de l'arrobas. Je nettoie pour compiler parce que sinon j'aurais plus rien qui marche. Mais bonne question. Alors, ça j'en ai plus besoin. Tout à l'heure, vous avez vu que j'ai utilisé, comment ça s'appelle, Spark Java à partir de Golo. Mais on peut aussi scripter des applications Java. Ça, c'est mon code qui est parti en sucette. On peut aussi scripter des applications Java en Golo. Donc, Spark, hein, c'est... ça ressemble à ça. Hop. Vous définissez des routes. Ça ressemble complètement au code que je vous ai montré tout à l'heure en Golo, en fait. Mais je pourrais faire, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Golo fournit un class loader. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé des routes génériques en Java qui finalement vont invoquer du code Golo. Mon class loader au démarrage, alors là j'ai fait un truc tout simple, il charge juste le fichier main.golo.
et il se colle en mémoire. À quoi il ressemble? Alors, comme je suis feignant, je suis allé repiquer dans le code de Play Framework la classe JSON qui utilise Jackson. Donc mes dépendances, c'est Jackson, Spark, Golo. Bon, j'ai une version de retard, mais ça marchera quand même. Donc ce que j'ai fait, je me suis fait un helper pour mon JSON. Donc en fait, je peux transformer du JSON en une tree map, où je peux stringifier, on va dire, quelque chose. J'ai un dynamic object dont les champs sont représentés par des maps, que je peux transformer en JSON, ou que je peux instancier à partir d'une chaîne JSON. J'ai besoin de lui générer un ID unique. Et ensuite, j'ai mes routes. Donc celle-là me permet de créer un humain en fonction de ce que j'aurais passé dans le site web et de le mettre dans une liste. Alors ma liste, je l'ai définie ici. Voilà. Ça, c'est juste une liste statique pour garder en mémoire les objets. J'aurai une route get qui va me ramener tout ce qu'il y a dans ma liste. Je peux avoir une route delete. Je crois que je ne l'utilise pas malheureusement dans mon exemple. Et c'est à peu près tout. Et ça, je m'en sers en fait pour une application, une web app JavaScript avec du backbone. Donc en fait, j'aurai un objet humain avec first name, last name. Et quand je fais un save ou un fetch, va appeler la route humans. C'est pareil pour la collection. Donc je vais essayer de le lancer et de ne pas me planter. Donc là, cette fois-ci, c'est vraiment Java qui appelle Golo.